Alors, avant de commencer la visite, je dois vous dire que le mode de vie dont je vais vous parler, c'est un mode de vie qui était propre aux Hurons-Wendat et aux nations iroquoiennes. Alors, c'est pas ce qu'on voit dans les films, généralement. Les films montrent les Amérindiens à cheval qui chassent le bison, qui vivent dans des tipis, c'est ce qui n'était pas la réalité des gens d'ici. Ici, les gens étaient sédentaires, alors ils habitaient un type de maison qui s'appelle Hanonchia, ou maison longue en français. On va y passer tantôt et on va expliquer le mode de vie traditionnel qui était propre aux Hurons. Ici, on va parler de l'histoire. Bon, évidemment, il y a beaucoup de choses qui se sont passées lors de la colonisation, beaucoup de bouleversements, surtout chez les Amérindiens. Les Hurons, entre autres, étaient établis dans la région des Grands Lacs, jusque vers les années 1600. D'ailleurs, il y a un grand lac qui porte toujours le nom du lac Huron aujourd'hui. Et à l'endroit où ils étaient situés, ils contrôlaient le commerce, parce que les échanges étaient faciles à cause des cours d'eau qui se trouvaient dans la région. Lorsque les Français sont arrivés par la voie du Saint-Laurent, ils ont pris contact avec les Hurons et il y a eu des liens qui se sont créés, des échanges, ce qui fait qu'il n'y a jamais eu de guerre entre les Français et les Hurons. En fait, c'était deux peuples qui étaient des alliés. Mais lorsque les Anglais sont arrivés à leur tour, eux se sont alliés aux Iroquois. La guerre et les maladies mises ensemble, ça a causé la diminution des Hurons de façon considérable. Ils étaient 25 000 à partir de la région des Grands Lacs, et ils étaient seulement 300 en arrivant dans la région de Québec. Alors évidemment, c'est considérable comme diminution à cause de tous les facteurs qui sont survenus lors de la colonisation. Les Hurons, en s'établissant ici, ont changé leur façon de subsister. Dans la région des Grands Lacs, ils étaient principalement des cultivateurs. Ils cultivaient le maïs, la courge, les haricots, le tournesol, la citrouille, le tabac pour les hommes. Et en arrivant ici, ils se sont aperçus que le sol est moins fertile que dans la région des Grands Lacs. Alors, ils ont adapté leur économie en fonction de l'artisanat. Les raquettes, les canots, les mocassins ont été développés à ce moment-là et c'est toujours un des moteurs économiques très importants de la communauté aujourd'hui. Avec le tourisme, ça crée beaucoup d'emplois. Vous voyez, ici, je tiens le principal moyen de transport qui a été utilisé en hiver, qui est la raquette à neige. Le cadre de la raquette est fait avec le frêne, qui est un bois qui se plie bien lorsqu'on le met dans l'eau chaude. Et ce qu'on trouve à l'intérieur ici, c'est ce qu'on appelle la babiche. Alors, le matériau qu'on utilise pour fabriquer la babiche, on peut souvent penser que c'est des boyaux d'animaux ou des nerfs. C'était pas ce qu'on utilisait. C'était la peau d'animal, le cuir, qu'on découpe en lanières, on fait bouillir ces lanières-là. Ensuite, on tisse la raquette et en séchant, le cuir se tend. Donc, il suffit d'appliquer un vernis. À l'époque, on mettait de la résine sur les raquettes pour les rendre plus solides. Voilà, ça donne ce type de raquette-là. Ces raquettes-ci ont une pointe à l'extrémité. Vous voyez? Lorsqu'on marche, la pointe traîne sur le sol. Donc la raquette se supporte elle-même, si vous voulez. Alors c'est moins fatigant de marcher avec ce type de raquette-là. On va l'utiliser pour des longues distances, sur des terrains qui sont plus ou moins... Plats. Ouais, c'est ça, qui sont plats, où il n'y a pas beaucoup d'embûches. Vous voyez ici, on a une carte du Québec avec la répartition, la localisation des communautés amérindiennes sur le territoire actuellement. Et les Hurons sont situés ici, dans la région de Québec. Donc ici, c'est ça, étant donné que c'est près de Québec, il y a une bonne situation. Dans les autres communautés qui sont souvent très éloignées des grands centres, la situation peut être plus difficile à cause de l'éloignement. Ici, vous avez vu en vous en venant, les maisons que vous avez croisées sont les maisons qu'habitent les Amérindiens. Alors, les Amérindiens n'habitent plus les tipis, n'habitent plus les maisons longues comme avant. C'est des habitations modernes, c'est les maisons que vous avez vues. Ici, sur le site non plus, il n'y a personne qui y habite. C'est à titre de reconstitution. Par exemple, lorsqu'il y avait un mariage, c'était la femme qui décidait avec quel homme elle voulait se marier. Bon, il fallait quand même que l'homme soit d'accord tout de même. Comment ça fonctionnait, c'est qu'il y avait des courtisans, des prétendants qui courtisaient la jeune femme et elle choisissait parmi eux lequel elle voulait épouser. Mais avant de se marier, de jeunes gens devaient passer à travers une période d'essai. Donc pendant cette période-là, le jeune homme devait donner des cadeaux. Donc, vous savez, il lui donnait des pots de castor, des colliers de coquillages. Et s'il s'apercevait qu'ils ne pouvaient pas vivre ensemble, le jeune homme retournait chez sa mère, la jeune femme gardait les cadeaux.
On accrochait la viande et le poisson, on les faisait fumer pendant 1 ou 2 journées à l'intérieur. Ensuite, on les découpait en petits morceaux et on les mélangeait avec de la graisse animale. Ça permettait de les conserver durant 3 à 4 mois. Donc c'était quand même très efficace. Pour ce qui est du séchoir à viande, c'était très simple également. On laissait la viande et le poisson sécher au soleil pendant 2 jours à peu près, lorsqu'il faisait beau. Ensuite, on écrasait la viande et le poisson entre 2 pierres plates pour en faire une espèce de farine. Sous cette forme-là, il se conservait durant 1 mois à 1 mois et demi. C'était moins long qu'avec le fumoir à viande, mais ça faisait des réserves de nourriture qui ne prenaient pas beaucoup de place dans les bagages. Donc pour les expéditions, par exemple, c'était pratique. Alors donc ici, on retrouve la hutte de sudation ou la tente de purification. C'est comme un sauna qu'on utilisait chez nous. Donc on faisait chauffer les pierres à l'extérieur sur le feu. Ensuite, on les amenait à l'intérieur et on versait de l'eau sur les pierres pour dégager la vapeur. Mais avant d'entrer dans la hutte, il fallait se purifier l'esprit. On brûlait la sauge et on inhalait la fumée. On disait que ça permettait de chasser les mauvais esprits, les pensées négatives. Et ensuite, on entrait dans la hutte de sudation et on s'installait en position de fœtus, parce que la hutte de sudation était considérée comme le ventre de la mère. Puis les gens attendaient d'avoir une vision, ils pouvaient réfléchir dans ces huttes-là, ils pouvaient discuter entre eux pour prendre des décisions à propos de la politique ou du commerce, par exemple, pour résoudre des problèmes. Alors, c'était des sujets qui concernaient plus les hommes. Donc, c'était plus les hommes, généralement, qui utilisaient les huttes de sudation. Mais les femmes avaient le droit de les utiliser également, simplement, par exemple, pour se nettoyer. En hiver, les gens ne pouvaient pas se laver dans les cours d'eau. Alors, ils utilisaient les huttes de sudation pour le faire. Et c'était coutume de se rouler dans la neige en sortant de la hutte pour se rincer. C'est une pratique qui se fait encore aujourd'hui, soit par les traditionalistes, des Amérindiens qui se tournent vers le passé en ce qui concerne leur spiritualité, ou encore dans les pays scandinaves, c'est des choses qu'on retrouve également. Alors, pour ce qui est des maladies, il y en avait différents types à l'époque. Il y avait les maladies, premièrement, qui étaient psychologiques. Dans les maladies psychologiques, 2 sortes principales, les maladies qui étaient causées par son propre esprit, son âme, si vous voulez, et les maladies qui étaient causées par un esprit malveillant, qui prenait possession du corps d'une personne. Pour les cas de possession, on utilisait les masques. On portait les masques dans des rituels pour faire peur à l'esprit malveillant qui se trouvait dans la personne pour qu'il sorte, pour que la personne guérisse. Ici, vous avez des exemples de ces rituels-là qui sont illustrés sur les gravures. Les Hurons sont arrivés dans la région de Québec, comme je vous l'ai dit au début de la visite. Ils étaient seulement 300. Alors, il y a eu beaucoup de mélange avec la population des Européens qui étaient établis dans la région. Pour ma part, je vous ai dit que je suis montagnais et non Huron. Ma mère est amérindienne, métissée. Elle est déjà métissée pour sa part. Et mon père n'est pas du tout amérindien. En fait, mon père est breton.